J'ai toujours formulé vœux en fonction de la situation de notre pays. Nous avons constaté que depuis 2-3 ans, il n'y a pas une cohésion sociale. Nous avons constaté que cette dernière saison pluvieuse en 2017, elle a été catastrophique, entraînant peu de records et parfois de la catastrophe dans certaines zones. Nous avons constaté également une non-baisse des maladies que l'on appelle en matière de santé publique, notamment le palu et d'autres maladies de santé publique se sont accrues encore. Nous avons constaté une mésentente claire entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs du public, des fonctionnaires. Nous constatons également une baisse de l'économie, étant donné que l'État burkinabé n'arrive pas à collecter suffisamment de recettes pour le budget de l'État. Partant de ce constat, nous ne pouvons que souhaiter le meilleur pour le Burkinabé. Pour nos braves paysans, une bonne santé à tout le monde et surtout une bonne saison pluvieuse, une bonne organisation agricole pour qu'ils puissent gagner et gagner davantage. Pour nos fonctionnaires et les opérateurs économiques, une meilleure entente avec les gouvernants de ce pays afin que toutes les solutions puissent être trouvées pour qu'ils repartent davantage au travail. Pour ceux qui sont malades, qu'ils recouvrent la santé. Et pour les gouvernants de ce pays, beaucoup de tolérance, de tempérance et d'ouverture pour que nous puissions aller à une réconciliation vraie, une réconciliation constructive dans l'intérêt de notre pays. Non, ma réaction était, j'étais sidéré et en même temps étonné de toutes ces accusations qui pleuvaient autour de moi, parce que je sais que ce n'est pas mon travail cela. Je suis un président d'un parti responsable et donc nous ne pouvions pas, dans une affaire où nous ne sommes pas mêlés, prendre une position de soutien ou de ne pas soutenir. Il nous fallait certainement d'autres éléments pour que l'on puisse comprendre avant de se prononcer. Mais comme la situation était également politique, nous étions obligés d'assumer. Malheureusement, pendant le putsch, je crois que 2 ou 3 jours après, m'ayant cherché, m'ayant pas trouvé, des personnes un peu mal intentionnées, remorquées en moto, se sont dirigées vers la famille de mon père, à Samandin, dans l'intention d'agresser ma mère. Fort heureusement, les populations, les voisins se sont interposés et puis ils ont pu sauver ma mère par le mur. C'est des choses qui m'ont beaucoup ébranlé. Ma mère a eu une hypotension. J'ai voulu que mon épouse l'amène à l'extérieur du pays pour pouvoir se soigner. Une fois à l'extérieur du pays, c'était à Cotonou d'ailleurs, on n'a pas trouvé le plateau qui convenait pour son intervention. Mais elle était dans une situation vraiment déplorable. Et ma femme a su me le traduire dans sa voix. J'ai trouvé bon, quelques jours après le putsch, de me rendre à Cotonou pour l'assister. Et sur place, nous n'avons pas trouvé le plateau, on a su aller, on a volé, on est allé à Dakar, où nous avons pu faire l'intervention sur les yeux. Et ensuite, lorsque maman a été rétablie, mon épouse est rentrée la première et elle a voulu prendre quelques jours de repos. Et après, je suis resté à ses cheveux
Et quand elle est rentrée, il ne me restait plus rien à faire à l'extérieur du pays que de rentrer. Et je suis rentré. J'ai été immédiatement interpellé par la gendarmerie le lendemain. C'est vrai, lorsque dans cette histoire on parle de pertes, c'est de pertes matérielles, de pertes financières. Mais ma pensée reste tournée vers tous ces gens qui, pendant l'insurrection ou pendant la période du push, ont perdu la vie. Je voudrais m'incliner humblement sur leur mémoire et implorer Dieu Tout-Puissant qu'il apaise les cœurs de leurs parents et qu'il allège la terre du Burkina pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et pour ce qui me concerne, c'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas eu de pertes humaines, mais c'est vrai que sur le plan professionnel, j'en ai perdu énormément. Mes contrats ont été rompus, mes crédits ont été appelés, arrêtés, de sorte que quand j'évalue aujourd'hui, c'est beaucoup de milliards à la fois. Mais Dieu merci, je me porte toujours en bonne santé, j'ai toujours le courage et la volonté de me battre pour que, avec l'espérance que demain, nous renflouions tout ce que nous avons perdu. Non, j'aurais pu attaquer l'État, mais quand vous constatez que l'État lui-même se cherche actuellement, non pas ceux qui m'ont mis dans cette situation, mais si je pouvais attaquer individuellement, je l'aurais peut-être fait. Mais si je dois attaquer, c'est l'État burkinabé, puisque les gens ont agi au nom de l'État. Et quand je constate que l'État lui-même n'arrive pas à boucler le budget annuel, que pour des raisons financières, nous avons tous ces remous sociaux, ce sera encore aggraver les charges de l'État en leur demandant de me dédommager. Je crois que c'est une partie de mon histoire que je balaie. Par contre, pour mes contrats privés avec des gens qui ont eu la maladresse, sans me concerter, sans me demander mon avis, ont rompu mes contrats, je pense que ces gens-là, je vais les interpeller devant la justice. Voilà. Ce n'est pas question de vouloir ou de ne pas vouloir, c'est une question qui s'impose de fait, parce que je suis élu comme président du CDP pour un mandat de 3 ans, en 2015, et mon mandat finit en 2018, c'est-à-dire jusqu'au prochain congrès. Je n'ai jamais démissionné du CDP, donc je n'ai pas démissionné de la direction du CDP. J'ai simplement approuvé le fait que j'étais indisponible et qu'il fallait trouver un intérimaire. Mon premier vice-président a été confirmé comme intérimaire et j'ai prié Dieu pour qu'il l'arme de force et de courage pour qu'il puisse mener sa mission. Il a pris le CDP à un moment très très difficile. Il s'est battu comme un lion jusqu'à ce que nous retrouvions le CDP. Et c'est pour moi un honneur et à l'ami de lui rendre hommage pour ce travail combien grand qu'il a abattu. Il y en a qui avaient juré que c'était la fin du CDP, mais vous voyez que le CDP a pu résister. La caractéristique de ce parti, c'est la résilience devant des épreuves combien fortes nous savons maintenir, nous soutenir. Et c'est pourquoi ceux qui ont autant fait la prison comme ceux qui n'en ont pas fait ont autant souffert à égalité. Et on se comprend mutuellement. Et on va maintenant vers une restructuration du parti pour un CDP plus fort et plus constructif. Pourquoi la région du Nord? Nous ne sommes pas un parti de l'autre, qui est un parti régional ou un parti provincial. Nous sommes un parti national, nous sommes représentés dans les 45 provinces. Donc ce ne serait pas seulement à la région du Nord, ça serait une politique de reconquête de nos militants
dans les 45 provinces. C'est pourquoi je profite de votre micro pour lancer un appel à l'ensemble des militants du CDP de se retrouver et de se réveiller. Ceux qui étaient en veille, de s'activer. Ceux qui nous avaient quittés pour regagner d'autres formations politiques parce qu'ils pensaient que le CDP ne se reconstruirait pas, je leur demande tout simplement de revenir parce que la porte du CDP est ouverte, parce que je sais que c'est leur parti du cœur. Ceux qui étaient dans d'autres partis et qui ont cru en certaines formations, à une certaine majorité, qui peinent à démarrer, à faire d'économie ou à répondre aux différentes promesses, mais je pense qu'ils peuvent revenir au CDP. Le CDP n'est pas un parti sectaire, c'est un parti ouvert qui rassemble et qui construit. Vraiment, je suis étonné à la fois parce qu'on nous avait dit que le gouvernement en place, qui est issu d'un parti majoritaire, ce sont des gens qui ont une grande expérience. Donc nous savions et nous disions qu'ils allaient certainement anticiper sur les crises sociales. Malheureusement, nous constatons que jusqu'à présent, le gouvernement peine à résorber le chômage. Le gouvernement peine à trouver des solutions aux syndicats, aux différentes revendications des syndicats. Le gouvernement peine à mettre en place la liste d'idées qu'ils appellent projet, PNDS, parce qu'ils ne l'ont même pas écrit. Ils ont fait une liste d'idées avec des évaluations. Nous attendons des projets écrits et évalués concrètement pour qu'on puisse d'abord aller chercher des financements. Le gouvernement peine donc à mobiliser ces 18 000 milliards qui nous ont servi en 2016, en fin 2016, après la table ronde à Paris. Donc c'est tout à fait une situation difficile que ce gouvernement vit. Il est temps qu'il prenne conscience que le Burkina a besoin de paix et surtout que le gouvernement peine à redonner la paix et la sécurité des Burkinabés, aussi bien dans leur service, dans leur vie quotidienne. Être au pouvoir est une chose, gérer en est une autre. Nous sommes au regret de constater que tout cela n'est pas réuni et donc on comprend la réaction du mécontentement des Burkinabés. C'est un appel fort que ces mouvements lancent au gouvernement de réagir. Et s'ils ne peuvent pas réagir, bien, ça fera notre lit, le lit de l'opposition que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là juste pour critiquer dans le sens de la construction. Il faut réagir. Nous voulons la paix et la relance de l'économie. Le revenu par tête d'habitant a baissé. Tous les indicateurs sont en orange ou rouge. C'est vraiment déplorable. Donc nous souhaitons réellement que les choses s'améliorent dans les jours à venir et que nos braves écoliers, nos braves enseignants puissent retrouver leur classe. Je vous ai dit que la seule raison qui m'a empêché de voir et de rencontrer le président Kaboré, Rochmark Christian Kaboré, et de rencontrer le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, le regretté président de l'Assemblée, Salif Diallo, et même le Premier ministre que je connais bien, c'était le dossier judiciaire. Je ne voulais pas de la compromission. Je ne voudrais pas qu'un jour on dise « Ah oui, il a eu un non-lieu parce qu'il a eu un coup de pouce ». Non, en matière de justice, ce n'est pas cela. Je voulais que la justice fasse son travail. Et la justice a fait son travail et pour ce qui me concerne, la justice m'a innocenté. Rien aujourd'hui ne m'empêche d'aller voir le président Kaboré et les autres, et même les dirigeants du MPP, ou de la majorité, ou même de l'opposition, pour parler de toutes les questions.
Bien sûr que nous avons à parler. Vous avez tout à l'heure dit que la situation sociale n'est pas agréable. Il y a des grèves partout. Nous avons à discuter d'économie, nous avons à discuter de crise sociale, nous avons à discuter de santé publique, nous avons à discuter de réformes scolaires, nous avons à discuter de tous ceux qui sont à l'extérieur et qui souhaitent aujourd'hui rentrer pour participer à la construction de notre pays. Nous pourrions également discuter des réformes judiciaires. Il y a tellement de choses qui nous amènent à devoir aller voir le président Roch Marc Christian Kaboré pour échanger en tant que président d'un parti d'opposition, que nous ne devons pas, par orgueil, dire ah ben non, on s'enferme parce que c'est le président Roch qui a été élu et c'est ça. Nous ne voulons pas ce statu quo, nous pouvons garder ce statu quo. Nous avons dit que le CDP est un parti d'apaisement, le CDP nouveau tel que nous le voyons, un peu de réconciliation. Et nous pouvons parler faire de la réconciliation qu'en allant s'asseoir et en discutant avec les autres. Nous ne pouvons pas rester de notre côté en disant nous voulons la réconciliation. Et qui va faire la réconciliation? Il faut d'abord rassurer le président Roch que nous ne sommes pas un parti qui veut sa chute d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas légale. Nous sommes un parti républicain, nous utilisons les voies républicaines pour pouvoir parler à Roch et revendiquer et même conquérir le pouvoir. Voilà notre ambition. Ben, écoutez, il faut repartir à une diagnostic. Je ne souhaite pas souvent parler parce que je ne voudrais pas m'ériger en donateur de leçons. Mais force est de constater que la situation économique aujourd'hui de notre pays, il y a des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles. Parmi les raisons structurelles, il y a que nous avons formé, c'est d'abord les ressources humaines. Les ressources humaines qui ne sont pas adaptées aux exigences de notre économie aujourd'hui. Sur les raisons structurelles, nous n'avons pas encore opéré une certaine vision assez claire. Et nous n'arrivons pas à dire ce que nous attendons du Burkina dans 5, 10, 20 ans. Pour pouvoir dégager une stratégie claire d'évolution. Sur les raisons structurelles, nous avons signé des accords qui nous empêchent, des accords économiques et monétaires qui nous empêchent de décoller. Par exemple, ces accords économiques et monétaires, nous sommes dans l'UEMOA, nous avons un franc CFA qui est un franc colonial. C'est moins l'appellation franc CFA que les accords économiques qui entourent cette monnaie. Non pas parce qu'on reverse une certaine somme à la France de nos réserves pour avoir une stabilité, mais dites-moi, est-ce qu'une économie doit avoir une monnaie constante, courante, tout au long de la vie d'une nation? Non, l'économie fluctue. Elle fluctue en fonction des besoins du moment et des contraintes du moment. Nous devons avoir une monnaie faible à un certain moment donné, une monnaie moyenne, une monnaie forte à d'autres moments. Donc, le fait d'avoir signé pour avoir une monnaie constante n'est pas forcément une solution pour se développer. Vous comprenez? Donc, il y a des moments où il faut que notre monnaie puisse baisser, il faut qu'on puisse faire des opérations, et le moment où notre monnaie puisse s'accroître, afin qu'on puisse faire des opérations. Nous avons signé une convention qui dit que notre franc CFA est constant. Et d'ailleurs, c'est quelle constance? D'autant plus que l'euro fructifie par rapport au dollar. Donc, nous suivons la fructification européenne, des contraintes européennes, non pas de nos contraintes de la sous-région, mais de la contrainte européenne qui n'est pas des contraintes qui ne sont pas nos propres contraintes. C'est un problème. Il faut revoir cela.
L'autre raison structurelle liée à notre monnaie, c'est que nous avons un franc CFA hyper cher, au taux de crédit où l'argent coûte cher. Dans aucun pays qui s'est développé, un taux d'intérêt ne peut aller de 7 à 16%. C'est excessif. L'argent est très cher. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les secteurs d'activité qui puissent vous amener à comprendre que la monnaie est très chère. Si vous prenez un secteur d'activité qui rapporte 10% ou 9% et que vous avez un crédit qui vous rapporte et qui vous donne des charges de l'ordre de 10, 15 et jusqu'à 16%, vous travaillez, vous ne gagnez pas. Je vous prends un exemple. Toutes choses égales par ailleurs, vous allez vous emprunter pour financer dans un secteur qui vous rapportera, disons, 10%. Vous allez emprunter à la banque, vous n'avez pas le million. Vous allez emprunter 1 million en banque. Vous allez travailler avec le million en banque pendant l'année et ça va vous rapporter 10%. Ça veut dire qu'en fin d'année, vous aurez 100 000. Mais comme vous n'avez pas le million, vous allez vers la banque, vous dites, je souhaite avoir un crédit, je vous paye en fin d'année. Et la banque vous dit, je peux vous donner le million à un taux de 12%. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir les 100 000, mais vous ne pourriez même pas vous rembourser la banque puisque vous devrez à la banque 120 000 francs. Donc, c'est ça aussi, en français facile, en économie facile, parce que tout le monde n'est pas économiste. Mais la contrainte que nous avons, nulle part dans le monde, allez en Europe, vous verrez que les taux d'intérêt ne volent pas aussi haut. L'outil, la monnaie est un outil de développement. Donc, il doit être moins cher pour qu'on puisse l'utiliser, celui qui veut l'utiliser, puisse l'utiliser pour travailler et rembourser, payer la charge de la dette et gagner un temps soit. Si nous mettons le taux aussi énorme, ça veut dire que nous tuons même les activités de nos privés. Si nous mettons les taux aussi élevés, ça veut dire que nous empêchons nos États respectifs, y compris l'État burkinabé, de pouvoir lever des financements dans les banques commerciales ou industrielles de ce pays. Puisque l'État, on lui dit, il ne faut pas dépasser, c'est des taux concessionnels, on a signé avec la Banque mondiale, le FMI, il ne faut jamais dépasser 3, 4, 5%. Tout au plus, si vous émettez des obligations, vous pouvez accepter de payer 6%, au-delà. Or, les fonds que nous déposons en DAT, en dépôt à terme, c'est-à-dire les épargnes long terme, sont déjà rémunérés à 5-6%. Le banquier ne peut pas collecter ces revenus-là et vous rémunérer à 5-6% et prendre le prêt à quelqu'un à 5-6%. Il faut que le taux de base, et d'ailleurs le taux de base de la BCEAO n'est pas, il faut ramener les gens à des taux raisonnables. Je ne suis pas pour ceux qui appliquent un taux aussi élevé. Donc structurellement, nous devons revoir ces accords, le fonctionnement de la BCEAO et de l'UEMOA. Structurellement, nous savons que notre pays seul ne peut pas investir, ne peut pas lever des financements et investir dans des infrastructures assez lourdes. Mais nous avons eu l'intelligence d'avoir créé l'UEMOA. Pourquoi l'UEMOA ne porte pas des projets régionaux sur l'énergie, par exemple, qui est un coût de facteur de la production? Pourquoi l'UEMOA ne porte pas des projets de financement d'infrastructures routières et ferroviaires? Il n'y a qu'à regarder le train que nous avons. C'est un train des années quoi? Des années 60 ou même 50, avec un écart de 90 cm. La norme aujourd'hui est de 1,40 m. Sinon, vous n'avez pas de train à grande vitesse. Nous avons une journée ou une journée et demie pour quitter Ouagadougou et arriver à Abidjan. C'est autant de temps perdu. 50 voire 60 ans après nos indépendances, nous sommes toujours avec ces mêmes outils. Comment voulez-vous que l'on se développe? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Structurellement, il faut qu'ensemble, que ce soit la majorité ou l'opposition, que ce soit le Burkina, que ce soit des
politique régionale, que les présidents prennent conscience des limites structurelles que nous avons et osent transgresser ces limites-là, courageusement, au risque de se voir opposés à nos partenaires internationaux. Sur le plan structurel, encore parlons de monnaie de banque. Nous avons nos banques de développement. Si elles ne peuvent pas lever des financements au niveau des banques commerciales et industrielles, elles peuvent se retourner vers les banques de développement, qui sont la BAD et la BOAD, pour ce qui concerne notre sous-région. Mais dans ces mêmes banques, il y a des accords qui donnent des droits de veto à nos partenaires de développement, et pas des moindres, je ne cite pas le nom, si je ne veux pas dire la France pour ne pas citer le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que un pays qui demande à la BAD de financer son projet dans un groupe d'administrateurs, une douzaine de personnes, si l'administrateur de la France dit non, ben, ça n'a plus de sens. Courageusement, il faut dire non. Aussi bien à la BOAD comme à la BAD. Si ces gens s'opposent à des financements, il nous reste quelle voie pour aller lever des financements? La Banque mondiale, le FMI. Et nous irons à la Banque mondiale ou au FMI où ils vont nous imposer leur dictat. Faites-ci, diminuez les salaires, diminuez le nombre d'employés, faites cela, sinon on ne finance pas. Et c'est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans les structurels. Il faut courageusement que le président Christian Kaboré, en concertation avec les autres pays membres de l'UEMOA, puisse travailler dans ce sens, à revoir les accords. C'est bon, bien beau d'aller dire on va créer une monnaie de la CEDEAO. Mais une monnaie de la CEDEAO, c'est bien. Mais une monnaie où il y a les pays anglo-saxons suppose d'avoir des critères de convergence économique qu'il va falloir définir avec nos propres critères. Parce que là également, nos indicateurs que nous avons aujourd'hui sont des indicateurs importés. Je me rappelle encore, j'entendais à l'époque, paix à son âme, de regretter Salifou Diallo, président de l'Assemblée, nous dire que les taux de croissance, qu'est-ce que les gars de Ouaïbia gagnent en sachant que le taux de croissance est de 8 ou 6%. Ça ne leur dit absolument rien. Il faut donc que la sous-région fasse des efforts pour définir nos propres critères, nos propres indicateurs de croissance et de développement, pour que nous puissions dire, voir notre évolution. Tant que nous resterons à nous aller dans le sens de ce que l'on nous donne comme indicateur, nous ne sommes pas ces pays. Or, ce ne serait pas du couper-coller, ça ne marchera pas. Sur le plan conjoncturel, il y a une crise conjoncturelle mondiale, mais ici, il devait y avoir une croissance conjoncturelle. Quand vous allez, voyez un peu les mines qui poussent de gauche à droite. Il faut donc une politique qui puisse rapporter le maximum de recettes à l'État. Mais je ne vois pas venir. On continue de faire de l'agriculture dans le pays Mwanga, comme dirait Ablassé, pour le taquiner un peu, au plateau central, tout en sachant que ces sols sont arides. Nous avons les zones agraires les plus fertiles dans les pays Sabon, Bobo et Lobi. Spécialisons nos régions. Nous n'inventerons rien depuis les indépendances qu'on avait fait. Et le Sahel était pour l'élevage. Aujourd'hui, c'est une culture extensive, improductive. Or, en spécialisant les régions où on jette n'importe quoi, ça pousse dans ces régions, on pourrait intensifier en mettant des outils de production
plus forte. Et on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. On ne serait plus obligé d'aller importer et travailler sur la semence. D'ailleurs, parfois, quand je suis choqué à regarder un peu l'Occident, et les gens me disent, quel est le sens de ton engagement politique, M. Komboïgo? Vous avez gagné ci, vous avez gagné ça. Mais attendez, doucement, regardez le pays. Moi, j'ai gagné ci, ça. Mais quand je rentre dans mon village, je vois une de mes tantes au bord de la rivière avec, à sa main droite, une daba. Un outil moyenâgeux de production. Et sa main rugueuse, mais la force dans son âme et dans son corps, elle cultive pour gagner à manger tout au plus 2 fois par jour. Les médecins vous diront qu'il faut manger 3 fois par jour. Et là encore, elle regarde la semence. Au vu, elle regarde des tiges. Ah, tel maïs me semble bien pour s'aimer l'année prochaine, et c'est ce qu'elle enlève. Aucune analyse scientifique, aucun laboratoire ne dit. On essaye de faire semence améliorée, mais vous voyez, on ne dit pas. Cette semence que nous avons sortie, elle est améliorée à combien pour cent? C'est 0,5%, c'est 1%, c'est 2%, c'est 5%, c'est 100%. Il faut donc que l'on donne, nous envoie des données quantitatives sur le taux d'amélioration de nos semences. Pourvu que le paysan dise, ah, cette année-là, nous avons eu 1 ou 2 sacs de plus que l'année dernière, et on s'enorgueille pour dire, c'est bien. Non! Soyons sérieux. Notre situation conjoncturelle est liée à notre manque d'organisation et manque de vision. Donc elle tient à sa main droite cette tabac. Vous pensez que cette tabac également dans la semence, n'est pas bien. La tabac qui est un outil moyenâgeux. Et paradoxalement, elle tient à la main gauche un autre outil qu'on appelle le téléphone cellulaire. Le concentré des technologies les plus avancées que l'Occident a rendu aussi simple et simpliste, où elle peut rester et m'appeler à Ouagadougou et mieux utiliser les réseaux sociaux pour m'appeler en vidéoconférence et Mbisongo, etc., etc. Et me voit. Vous imaginez combien de nuits blanches, combien de salive, combien d'encre se sont écoulées pour que nous arrivions à cette technologie mondaine aussi avancée, que l'on a simplifié et mis dans sa main, que même, j'allais dire, non instruite, elle sait utiliser. Peut-être qu'elle ne sait pas écrire, mais elle saura utiliser. Il suffit de dire ceci, d'appuyer ceci, d'appuyer cela, et puis elle arrive. Comment l'Occident a pu faire des choses comme ça? Parfois, je suis révolté. Si l'Occident peut faire, amener une technologie très avancée, la rendre simpliste dans nos mains, nous leur demandons de nous aider à rendre, avec leur technologie, de nous donner des semences qui puissent multiplier par 2 ou par 3 les quantités de production, de nous donner des outils de production modernes qui puissent nous permettre de cultiver nos champs et d'avoir à manger, à atteindre l'autosuffisance. C'est un problème. Comment ne pas avoir des frustrations pour des jeunes, pour des intellectuels comme nous? Voilà le sens de mon combat. Et je dis ici qu'on a mieux à faire et à affronter nos partenaires bilatéraux, multilatéraux, en leur disant la vérité. Le Burkina, comme toute l'Afrique, a besoin de cela pour que nous puissions relancer l'économie et que nous puissions aller vers le développement réel. Non, le Cameroun n'a fait que à son pays que la CEDEAO souhaiterait mettre une monnaie commune à l'orée 2020. Mais ce projet ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet des années 60. Depuis que la CEDEAO a été mise en place, si vous lisez les documents de la CEDEAO, eh bien, vous verrez que il y avait ce projet d'arriver
une monnaie commune. Pourquoi nous n'arrivons pas à la monnaie commune? On nous dit, attention, au niveau de la CEDEAO, il y a des pays anglo-saxons, il y a des pays anglophones, et puis on n'arrive pas à construire une union sous-régionale. Les pays anglo-saxons, c'est pas la même chose, les Nigériens vont bouffer, etc., etc. Mais quand vous regardez l'Union européenne, il y a combien de langues? Mais elle arrive à organiser, à encadrer. C'est une question de volonté politique. S'il y a la volonté politique au niveau des chefs d'État d'aller une monnaie, il faut qu'on travaille dans ce sens. D'abord définir théoriquement les critères de convergence, d'abord voir théoriquement comment nous pourrons gérer cette monnaie, comment nous pourrons construire un marché sous-régional commun, économique et monétaire, et ensuite avant de s'ouvrir à l'extérieur. Si le Ghana à lui seul peut gérer sa monnaie, il n'y a pas de raison que le Burkina ne puisse pas gérer. Et si nous pouvons mettre nos forces en synergie, il n'y a pas de raison que nous ne constituions pas un marché important. Et ils ont tout à fait raison de vouloir créer un marché sous-régional CEDEAO, parce que le marché est plus important. Si vous-même, en tant que musicien, vous créez une simple cassette qui peut être vendue à des centaines de millions, non, j'allais dire centaines de, enfin, plusieurs millions de personnes, eh bien, vous avez un marché, que plutôt de rester dans un Burkina où il n'y a que 18 millions d'habitants, ou peut-être dans les 18 millions d'habitants, il y a 1 million et 100 000 personnes qui vont acheter votre cassette. Voyez-vous, l'intérêt de créer ce marché, pas seulement monétaire, mais économique, c'est un vrai marché de consommation. Donc, il faut d'abord que nous pensions au marché de production. De production dans la sous-région pour pouvoir donner à nos consommateurs. Mais si nous créons un marché, c'est le statu quo, où nous importons 80% de nos produits de base de consommation, nous n'irons nulle part. Si nous créons un marché commun, où nous importons nos produits agricoles, nous exportons nos produits agricoles en l'état sans transformation, nous n'aurons pas une valeur ajoutée, nous ferons créer la valeur ajoutée dans les pays qui achètent ces matières premières en l'état. Donc il faut donc des unités industrielles de transformation, premier, deuxième, troisième, même cinquième degré. Par exemple, dans le domaine du coton, il n'y a pas de raison qu'on exporte toujours le coton fibre. Arrêtons. Mettons des unités en place. Faisons plusieurs choses en place et que nous allons résorber d'une manière ou d'une autre le chômage. Nous sommes le premier producteur de coton dans la sous-région. Voyez-vous que le Mali nous a détrônés. Non, le Mali ne peut pas nous détrôner, on le dit. Mais en réalité, nous sommes arrivés à mettre en place près de 300 000 producteurs en place. C'est selon la semence. Si on vous jette une semence que vous ne pouvez pas contrôler, non, mais aucun laboratoire. Et cela dépend de nous également. Si nous attendions que l'Occident nous donne ces technologies que nous ne trouvons pas, ayons une politique qui puisse nous permettre d'avoir ces technologies. Mais si nous allons continuer à former des sociologues, des journalistes, des juristes, des économistes, à la place des techniciens, on va se lever en 2100 et on va se trouver toujours à la case départ. Comme quelqu'un dit, l'Afrique est mal partie. Non, on dit l'Afrique n'est même pas partie. Donc il faut que l'on prenne conscience aujourd'hui et qu'on tourne la page dès aujourd'hui. Nous allons nous sacrifier pour les générations futures. C'est le sens de notre combat. Je vous ai dit, nous avons une quantité de coton produite. Il faut que nous installions les unités industrielles de transformation de ce coton pour avoir de la valeur ajoutée, pour créer de la valeur, pour avoir des emplois, pour redistribuer des revenus, pour que les mêmes gens aillent consommer ailleurs. Et c'est par là qu'on a une croissance. C'est par là qu'on verra de plus en plus un revenu plus substantiel dans le panier de la ménagère des Burkinabés. Mais si nous exportons en l'état, on ne s'en sortira pas. Je crois que le président Blaise Compaoré avait, à un moment donné des instructions pour qu'on arrive à transformer au moins 25% de la production du coton au Burkina.
Et la première unité qui a été mise en place, c'est Filsa. Mais Filsa n'est pas une unité très évoluée. Elle fait de la filature. Mais après le fil, on peut faire beaucoup de choses avec le coton. Il faut arriver au tissu. Et la filature, il y a plusieurs catégories de fils, assez fins, gros, etc. etc. Le Filsa n'arrive même pas à faire tous les fils. Filsa, la capacité de production de Filsa ne couvre même pas 5% de la production du pays. Nous avons pensé à pousser les tisserands à utiliser. Nous utiliserons les tisserands qui y sont, n'utiliseront pas 5% de la production nationale. Nous voulons bien que nos tisserands aient des ressources, mais nous devons aller au-delà pour que nous ayons des unités industrielles qui nous fassent notre famille. Cela ne remettra pas en cause la production artisanale, mais on aura le choix entre la production artisanale et la production industrielle. Et que même la production artisanale peut être récupérée par la production industrielle pour être améliorée. C'est là que nous allons porter des façons d'enfanie. Et on dit façon d'enfanie. On peut porter notre coton. On porte notre coton dans notre chaleur. On transpire, on est là. Il faut donc évoluer. Si on n'est pas satisfait, on évolue. On évolue en investissant, en améliorant. Aucun transfert de technologie n'a été fait dans ce domaine. Toutes les unités industrielles qui étaient là depuis les années coloniales et qui fabriquaient des vélos, des ceci, cela, vous imaginez quel est ce transfert de technologie que nous avons constaté? Aucun transfert de technologie. Nous ne pouvons même pas fabriquer un vélo, même pas un rayon. Et nous sommes fiers. Voyez-vous, à un moment donné où un intellectuel doit savoir dire nous sommes mal partis. Revoyons. Si vous dites nous sommes une société un peu, une école à la française, on dit voilà, vous allez faire du droit, vous allez être un avocat, vous allez faire ceci, vous allez être un expert comptable, vous allez faire ceci, vous allez être un grand journaliste. C'est bien, c'est des professions marginales dans la société. Les vraies professions, c'est les professions techniques de production. Les mécaniciens aujourd'hui, vous les cherchez, qualifiés, vous ne les trouvez pas, parce que les sociétés minières se sont venues s'installer. Les seuls mécaniciens qu'on a formés qui avaient niveau BTS, c'était juste pour l'enseignement. Avec les quelques mines qui se sont installées, ces mécaniciens sont des mécaniciens industriels qui avaient 125 000 francs de salaire. Ils ont aujourd'hui 1 500 000, 1 700 000, voire 2 millions. Quel fonctionnaire de l'État peut avoir ce salaire? Mais c'est des professions que l'on a sous-estimées hier. C'est la même chose pour ce qui concerne les électriciens.